Exercice difficile auquel tous les philosophes se sont livrés. D'Aristote à Pierre Thuillier. Exercice absolument nécessaire lorsqu'on essaie de réfléchir à un changement d'air. On ne peut pas se cantonner au monde de l'entreprise. On ne peut pas se cantonner au monde des leaders, des décideurs. On doit aussi réfléchir à un changement d'air plus profond, ancré dans la psychologie humaine. Un changement d'air qui emporte nos existences dans leur quotidienneté également, et pas simplement dans la surface liée au travail. Un changement tellement profond qu'on pourrait lui donner des connotations culturelles, des connotations en termes de rêve individuel que l'on doit partager de façon collective, des connotations en termes de poésie, des connotations en termes de cri qui vient casser la normalité obligatoire d'aujourd'hui, qui vient briser les habitudes. Si l'on veut véritablement changer d'air, il en va, comme disait Michel Foucault, de l'invention de psychologie nouvelle, de l'invention d'états psychiques nouveaux, indicibles aujourd'hui, qui devront trouver, aidés par les philosophes, les psychologues et le peuple, des mots nouveaux pour être dits. Inventer la psychologie de demain, inventer la civilisation de demain, inventer l'éthos de demain, les comportements de demain. Voilà pourquoi je pense que la notion de changer d'air est intimement liée à l'activité philosophique. Tous les philosophes se sont intéressés à l'an 3000, à l'an 2000. Tous les philosophes ont essayé de comprendre les changements de leur propre civilisation en cours à l'aune d'une futurologie inventée, d'une prospective créatrice, consciente des enjeux, consciente des dangers, consciente des débats actuels. Alors bien sûr, il y a plusieurs écoles philosophiques. Et si on doit aujourd'hui, maintenant, avec vous, inventer la philosophie de l'an 2114, la philosophie du siècle nouveau, il va falloir que nous poussions, parfois jusqu'à leur paradoxe ou leur paroxysme, les tendances actuelles. Et nous aurons finalement deux tableaux possibles. Un tableau profondément pessimiste, dystopique, où les tendances les plus nécrosantes, les plus sclérosantes aujourd'hui, qui se voient dans l'éducation, dans l'entreprise, dans nos vies de plus en plus individualistes, dans nos modes de consommation de plus en plus dégénérés, sortis du corps, désincarnés, en poussant ces tendances-là, nous tomberons avec une année 2114 assez sombre, où l'humanité de l'homme, l'émotion, la gratuité des comportements, la grâce héroïque de certaines transmissions aura totalement disparu, remplacée par des prothèses technologiques. Et des disciplines comme l'ethnotechnologie, le rapport intime entre les comportements humains et la technologie grandissante qui va influencer nos existences de plus en plus continuellement, ces disciplines-là existeront. Henri Lefebvre expliquait que dans l'avenir, nous aurons une nouvelle discipline, la nexologie, de nexus, le nœud, le lien, l'étude des liens humains, la nexologie comme philosophie de l'avenir. Et j'y crois. Je crois que nous sommes sortis depuis très longtemps de la civilisation agraire, où l'important était de posséder la terre, pour entrer finalement dans la révolution industrielle, la civilisation industrielle, où l'important était de conserver et de garder le capital. Et nous entrons, me semble-t-il, dans le siècle à venir, dans la civilisation connectique, où l'important se calcule en termes de liens, de connexion. On dit aujourd'hui, plug-toi au monde de la culture, plug-toi à un tel, il a un gros réseau, plug-toi, connecte-toi, fais du réseau. Ces mots-là, à mon avis, vont contaminer totalement le siècle à venir. Il s'agira d'être connecté. Alors connecté comment ? Dans une tendance pessimiste que j'ai évoquée à l'instant, la connexion se fera au détriment du corps. Car si vous ôtez le corps, vous ôtez l'émotion. Si vous ôtez l'émotion, vous ôtez la passion, incontrôlable, difficilement contrôlable. Et nous sommes dans une utopie dystopique, plutôt négative, d'un monde sans corps, où les cerveaux sont connectés au cerveau, et où nous pouvons finalement, selon le paradigme cybernéticien des années 50, Norbert Wiener, nous ne faisons qu'échanger des informations. Et entre deux entités, entre deux structures, entre deux entreprises, entre deux civilisations, il n'y a qu'un échange d'informations. Triste monde. J'aime à citer un poète visionnaire qui écrit il y a un siècle, pour le siècle prochain, D.H. Lawrence, et qui dit « Quand les hommes se toucheront, alors la forme industrielle moderne de la civilisation mécanique se dissolvera. Quand les hommes se toucheront,
dans le simple contact, et la fable philosophique à voir, c'est Wall-E. Vous connaissez cette fable philosophique de petit robot qui apprend l'humanité par le contact physique. J'aime avoir dans cette simple idée de contact physique une négation dans ce qui sera dans un siècle peut-être nommé le deep curse. Je le dis en anglais, la grande malédiction, la profonde malédiction. Nous sommes aujourd'hui encore affectés, nous commençons à l'être, contaminés par cette malédiction qui oublie le contact humain, qui oublie la créativité de regard qui se regarde profondément et qui se considère, qui veut en faire entrer dans un vocabulaire de 400 mots une réalité qui s'y refuse, qui dépasse ce vocabulaire des managers, des ingénieurs, qui faisait dire à Pierre Tullier, grand visionnaire, philosophe, avec La Grande Implosion, livre que je vous recommande, écrit en 95, qui faisait dire que l'Occident est mort d'un manque de poésie. Changer d'air, c'est changer de paradigme poétique. C'est changer de relation à l'émotionnel. C'est changer par rapport à l'incarnation de nos corps. Qu'allons-nous faire de nos corps, nous, individus connectés, déjà sous drogue, déjà sous anxiolytique, déjà avalant des pilules pour tenir en cas de deuil, en cas de détresse profonde, en cas de dissolution psychologique profonde. Individus de plus en plus drogués où il suffira d'appuyer sur un interrupteur pour avoir de la joie, pour avoir du bonheur, pour avoir de l'élégance, pour avoir du partage. Il y a des invariants pour le siècle à venir. Dans cette civilisation connectique, si nous voulons construire ensemble un avenir un peu plus optimiste qu'une dystopie orwellienne. Le premier de ces invariants, qui est en forme de paradoxe, c'est la nécessité profonde, abyssale, de l'être humain à partager. Instinct absolument fondamental que le robot n'arrive pas encore à comprendre, dans une sorte de manipulation poussée jusqu'au délice. Voulant faire des êtres humains des robots, nous essayons d'amener cette idée du partage, avec le mot co qui pleut partout. On dirait que les cocos sont de retour. Co-imaginer, co-créer, co-rêver, c'est très bien, j'utilise ces mots avec un grand délice. Mais n'oublions pas que le co ne peut pas exister sans une dissolution complète des réseaux hiérarchiques. Si vous maintenez la hiérarchie comme elle est, le co deviendra notre enfer. Nous allons bien collaborer avec les ouvriers, mais s'ils restent dans leur statut d'ouvrier, s'ils ne deviennent pas responsables de leur travail, responsables de leur dignité humaine, co-responsables tous ensemble, vous aurez une nouvelle forme d'exploitation de l'être humain. Et le collaboratif deviendra notre enfer, comme le mot projet dans les années 90 est devenu notre enfer. Au nom du projet, on sacrifiait nos vies intimes, au nom du projet, on sacrifiait nos cerveaux, notre émotion, et nous nous robotisions au nom des sacro-saints projets. Attention au collaboratif qui va pleuvoir dans les décennies à venir, et je pense qu'une philosophie de l'an 2114 attestera de cette critique que je vous fais aujourd'hui de la collaboration. La collaboration en maintenant des liens hiérarchiques sera une fausse collaboration. La véritable collaboration, on l'a dans l'orchestre jazz. Là, il y a de la collaboration. On l'a pas dans l'orchestre classique, où les liens hiérarchiques sont maintenus, où le chef d'orchestre dirige une partition écrite, absolument écrite, avec comme seule variation possible ce qu'il a décidé en termes de legato, en termes de nuances, mais certainement pas en termes de notes. Alors que l'orchestre jazz, lui, collabore vraiment. Voilà le nouveau paradigme, la jazzification des hiérarchies. Jazzifier les hiérarchies, c'est entremêler l'écrit, car dans le jazz, il y a de l'écrit. On écrit la musique jazz. Dès qu'il faut jouer à l'unisson, il y a de l'écrit, je vous rassure. Mais c'est aussi l'improvisation. Le collaboratif sans improvisation ne peut pas fonctionner. Et attention, improvisation pas spontanée le temps d'un brainstorming. Improvisation profonde où l'émotionnel doit être au centre. En 2114, une philosophie existera. J'aimerais la nommer avec vous. La thumétique, TH, la thumétique de thumos en grec. Thumos en grec, une des parties de l'âme. Pour Platon, il y a 3 parties de l'âme. L'épithumia, les passions sensibles, viscérales. Le thumos, les passions irascibles, guerrières, qu'on pourrait traduire par impétuosité. Et puis le nous. Nous sommes dans la noosphère, décrite par Teilhard de Chardin. La noosphère, l'esprit pur, déconnecté du corps. Eh bien, je pense que nous n'allons pas aller dans la noosphère. Je pense qu'il y aura une résistance en 2114 d'une philosophie qui dira « N'oublions pas l'impétuosité humaine ». Ce qui fait qu'entre 2 individus, il n'y a pas qu'un échange d'informations. Entre 2 civilisations, il n'y a pas qu'un échange d'informations. Il y a un échange émotionnel. Qui dit émotionnel dit passionnel. En 2114, je pense que dans la digitalisation ambiante, absolument fondamentale, numérisation de tous les rapports humains, connexion sur écran, sur Google Glass, connexion sur des choses qui ne sont pas encore nommables, liées à la nanotechnologie, liées à une finesse
insurmontable et insupportable du décortiquage de l'âme humaine, je pense que le réel va revenir en force. Et qu'il y aura des plaidoyers pour le réel de la relation humaine. Des plaidoyers que j'aimerais aujourd'hui avec vous nommer presque de soufis, si on peut résumer le soufisme comme la capacité d'entrer vraiment dans le cœur de l'autre et de faire consister le but de la vie dans la possibilité de faire entrer l'autre dans mon cœur. Alors bien sûr, il y aura des dangers. L'optimisme ne doit pas être bêlant. Il y aura, je pense, d'immenses écoles de la succombance humaine, cette possibilité de lâcher prise qui va devenir le Graal dans l'ère numérique totalement révolutionnaire qui va être le nôtre. Il y aura également, me semble-t-il, des mouvements politiques où l'intrication entre le psychologique et le politique vont atteindre des sommets de raffinement. Je pense qu'il y aura une afro-résistance, une résistance de tous les pays africains, du nord comme au sud, et ça ne sera pas un printemps arabe, ça sera une résistance qui passera également par le texte, l'écrit, la poésie, la philosophie, et qui comprendra de l'intérieur comment créer l'unité d'un pays aujourd'hui ravagé et exploité. L'afro-résistance sera aussi littéraire ou ne sera pas, voire aujourd'hui avec un tournant spirituel. De nouvelles religions existeront, de nouveaux obscurantismes existeront, et la philosophie fera son travail de tous les jours, de lutter contre les obscurantismes en inventant de quoi remédier au deep curse. Alors le deep curse, j'en parlais, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir le nez sur son portable 24 heures sur 24. C'est le fait de ne plus entrer en contact humain. Le deep curse, cette grande, profonde malédiction humaine, c'est le fait d'oublier son corps et de trouver là comme de quoi rassasier notre peur de la mort. Quelque part, dans toute personne tapotant sur son smartphone, il y a une négation de la mort. Vous oubliez votre corps. Et donc vous oubliez la possibilité de la corruption, la possibilité de la dégradation et de la vieillesse. Et jeune comme vieux, vous avez toujours les mêmes cliquetis, sauf les digital natives, très beau lapsus que je garde. Sauf les digital natives, vous avez toujours les mêmes réflexes. L'écran va devenir omnipotent, le deep curse va s'intensifier. Nous vivrons 1000 vies par procuration en oubliant la nôtre. Eh bien je pense qu'en 2114, nous allons, c'est le jingle j'imagine, nous allons créer une philosophie pour dépasser le deep curse. Oui, 3 minutes, c'est bon. Ça me va. Je vais vous lire ce simple mot de Julien Bindin, un philosophe que j'adore, qu'absolument plus connu. Julien Bindin, dans les cahiers d'un clerc, dit ça. N'aimez pas votre temps parce qu'il est le vôtre. Essayez de le juger comme si vous étiez en l'an 3000. Gardons ça à l'esprit. N'aimons pas notre temps de crise, de révolution comme si c'est le nôtre, parce qu'il était le nôtre. Essayons de le juger comme si nous étions en l'an 2114. Philosophie de la succombance, du lâcher prise. Philosophie résistante par rapport au contact oublié. Philosophie thumétique qui redonne à la colère et à l'impétuosité ses lettres de noblesse, qui recompose dans la jeunesse, et ça sera le mot de la fin, un nouvel héroïsme. Nous sommes aujourd'hui, aussi modernes que nous soyons, dans une société qui tue sa jeunesse, qui l'empêche d'exister, qui l'empêche de parler. Regardez nos médias, avec un âge moyen de 60-65 ans de téléspectateurs qui regardent une jeunesse larbine dans la télé-réalité, une jeunesse sans rébellion possible. Et les dernières études nous montrent que la jeunesse boue, qu'elle a envie de s'exprimer, de crier, et nous lui faisons du mal à nier la possibilité qu'elle puisse avoir des choses intelligentes à dire. Je pense qu'en 2114, l'accent sera fait sur la véritable jeunesse, celle qui, comme disait Jacques Ellul, est belle parce qu'elle est inadaptée au monde technologique. Le rôle de la jeunesse est de montrer une inadaptation, non pas parce qu'elle ne sait pas surfer sur Internet, mais parce que son bouillonnement d'ardeur, son thumos, son impétuosité l'empêche d'entrer dans le monde lisse, robotisé, confortable. Ce cauchemar climatisé dont parlait Huxley l'empêche d'entrer dans ce monde cauchemardesque avec une réelle délectation, une réelle satisfaction. La propriété intellectuelle, évidemment, aura volé en éclats, cette immonde chose qui fait que des fortunes mondiales équivalent le PNB de l'Égypte. Et nous aurons évidemment à réfléchir à une véritable co-construction. Elle ne passera, c'est le mot de la fin, elle ne passera que par la découverte et la redécouverte de la solarité que nous sommes tous, du soleil intérieur que nous sommes tous, de cette possibilité d'entrer dans des contacts qui créent la différence, qui créent la performance et qui créent un bonheur qui n'a de sens que d'être partagé. Et je finis avec Lawrence sur ces mots. Oh, il faut recommencer à nous faire confiance sur certains points essentiels. Pas de cette confiance étroite de petit marchandage qui dit « je marche pour toi si tu marches pour moi », mais une confiance plus vaste, une confiance digne du soleil, insoucieuse. Et soyez donc un soleil pour moi, pas une personnalité lassante,
et insistante, mais un soleil qui brille, puis s'assombrit, puis brille de nouveau, et s'entrelace avec mon soleil intérieur, afin de nous rendre tous deux plus resplendissants et plus ensoleillés. La philosophie en 2114 fera son boulot de toujours. Elle remettra l'humain au sens de nos rêves et de nos enjeux. Je vous remercie.